Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce milieu de semaine pour aborder la toute fin de saison régulière. On est vraiment tout proche du but et les playoffs arrivent, donc on va pouvoir aborder tout ça avec mes camarades Elliot et Tom. Bonjour les gars. Bonjour Chris, bonjour Tom, bonjour à tout le monde et vraiment hâte de cette fin de saison, cette dernière nuit qui va être épique pour déterminer quelques petits détails qui restent encore sur le classement. Bah ouais, ça y est, messieurs, on y est après quelques mois d'escroquerie et de discussions intenses autour de la WNBA. On approche du but, fin de la saison régulière et début des playoffs qui arrivent ce week-end. Tout à fait. Donc, on va pouvoir essayer de vous mettre en condition avec les différentes possibilités, les différents changements encore qu'il peut y avoir dans les classements. Il y a des places qui sont déjà bloquées et d'autres qui ne sont pas encore du tout définitives. Donc, on va essayer de vous expliquer ça de la façon la plus simple possible, même si ce n'est pas toujours évident. Entre les tiebreakers, les matchs, les confrontations directes, on va quand même essayer d'être assez clair. Je compte sur vous, messieurs. Juste avant ça, on voulait quand même aborder un point particulier. Elliot, tu voulais faire un petit focus. Alors, on l'a fait plusieurs fois cette saison, mais il faut encore le faire. Il ne faut pas banaliser les performances autour d'AJ Wilson. Absolument, et puis c'est surtout qu'à un match de la saison, AJ Wilson est en tête de 3 catégories statistiques au niveau des points, des rebonds et des blocs. Les points, elle en est à 1021 après le match d'hier soir. Et donc, c'est un record all-time pour une saison WNBA. Et le rebond, c'est pareil, puisqu'elle a dépassé le record qu'Angel Reese avait établi il y a une semaine avant sa blessure. Et elle est désormais à 451. Et donc, c'est aussi un record all-time. Et les blocs, elle en est à 98. Et si elle reste, c'est quasiment certain, avec leader de la ligue dans ces 3 catégories, elle deviendrait la première joueuse de l'histoire à réaliser cette prouesse. Bon, encore une fois, des chiffres, mais qui montrent, Tom, à nouveau, la domination sans partage quand même d'AJ Wilson dans cette saison WNBA QV 2024. Ouais, carrément. On a mis en avant toute la saison le fait que AJ Wilson soit la meilleure joueuse actuellement du monde. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Elle sera sûrement élue MVP unanime. Il y a de fortes chances en faisant tomber ce genre de record et en terminant dans le top 4. Elle s'est quand même ouvert la fenêtre du titre de MVP. Moi, je reste quand même toujours mesuré et je reste toujours sur mes positions qui sont que je préfère donner un titre de MVP à des gens mieux classés qui représentent plus le terme de Most Valuable Players, donc Napheesa Collier. Voilà le bout entre guillemets de ma réflexion. Mais c'est pas non plus un scandale qu'AJ Wilson soit MVP. Quand on regarde sa saison et potentiellement ce qui lui reste à accomplir pendant les playoffs et même les Jeux Olympiques, c'est pas choquant. Non, ça va. Non. Elle a quand même fait une saison historique sur pas mal de points. Donc, en tout cas, les trophées devraient tomber semaine prochaine ou d'ici une dizaine de jours. Donc, on verra ça le moment venu. On en parlera certainement également avec vous, que ce soit en podcast ou en article. Alors, avant ça, va quand même falloir terminer cette saison régulière. Et tu le disais, Elliot, il reste une dernière soirée. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. De jeudi à vendredi avec 6 rencontres au programme. On va un peu balayer tout ça, mais ouais, comme tu disais tout à l'heure, il y a des enjeux encore à différents spots. Absolument, il y a des enjeux multiples qui tournent autour des places 3 et 4 et la 8e place qualificative. Donc, on va voir comment ça se déroule. On a à peu près une idée, mais il peut y avoir des chamboulements. Donc, on verra. Yes. Donc, ce qu'on va faire simple. On va dérouler le classement de 1 à 8 et un petit peu plus bas, évidemment, parce qu'il y a des enjeux. Alors, et on va balayer les places qui sont déjà cochées, on va dire, qui sont déjà lock. Et Elliot, je te laisse. Non, Tom, tu prends la main peut-être sur New York. Tiens, comme par hasard. Allez, et oui, on le savait, ça a été la première équipe qualifiée de la saison régulière, le New York Liberty, qui a validé son spot qui avait déjà validé à l'époque son spot de première équipe qualifiée et qui a validé son spot de numéro 1 de saison régulière. Écoute, au niveau du bilan, je pense qu'on a déjà vu pire. J'ai envie de te dire 32 victoires, 7 défaites. Sur la saison, il leur reste un match, mais bon, globalement,
on est sur une saison plus que réussie. Une dernière victoire contre Washington la nuit dernière, 87-71. J'ai pensé à vous d'ailleurs, messieurs, en regardant la ligne statistique de Sabrina, qui a été assez décevante. Et je vois le petit sourire d'Eliott en coin. Ça lui fait toujours plaisir quand Sabrina passe à côté de ses matchs. Non, tout ça pour dire que le Liberty a fait une énorme saison. Encore une fois, c'est pas là qu'on les attend. On les attend surtout en play-off. On en a déjà parlé, ça va être l'élément déterminant. L'année dernière, elles avaient remporté la Commissioner Cup, elles l'ont perdu cette année. Mais bon, on sent quand même une forme de régularité sur ce Liberty. Attention. Moi, j'émets de gros doutes sur leur capacité à garder cette régularité et à pouvoir assurer pendant les playoffs. On en parlera dans des prochaines vidéos, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César sur cette saison régulière. Tout à fait. Juste pour vous donner aussi à chaque fois, on vous donnera le match. Le dernier match, donc là pour New York, c'est à la maison et c'est contre Atlanta. Atlanta, on en parlera un petit peu plus tard, messieurs. Il y a de l'enjeu pour cette équipe d'Atlanta, mais en tout cas, voilà, pour New York, la place de numéro 1, meilleur bilan de la saison régulière, c'est dans la poche, en tout cas pour cette équipe du Liberty. Équipe aussi qui a sécurisé sa place, et donc la deuxième place, Eliott, c'est cette équipe du Minnesota Lynx. Exactement, les Lynx qui ont arraché une victoire sur le fil hier soir face à Connecticut, et qui donc, Connecticut 3e, et donc adversaire direct pour la qualification pour le deuxième spot. Donc Minnesota s'est assuré ce joli classement. Avec un bilan de 13 victoires et une défaite après la pause olympique, c'est le meilleur de la ligue. Les Lynx aussi ont déjà leur adversaire, c'est à souligner, puisqu'on sait que ce sera un Lynx Mercury, Phoenix, Minnesota, au premier tour des playoffs 2024. Et voilà. Moi, j'avais fait partie de ceux qui avaient pu envisager d'avoir Minnesota qui aille arracher la première place, mais bon, c'était mathématiquement compliqué. Il fallait que New York perde quasiment tous ses matchs et que Minnesota aille prendre tous les matchs. Mais en tout cas, rien que le fait d'avoir pu quand même évoquer cette possibilité montre bien la très belle saison autour de Nafisa Collier et toute l'équipe du Lynx dont on reparlera évidemment quand les previews arriveront. Mais voilà, en tout cas, on a ces deux premières équipes qui sont bloquées en place 1 et en place 2, et on sait que l'avantage du terrain, ça compte. Alors, pas nécessairement au premier tour, mais également pour les tours suivants. Ouais, Eliott, tu voulais rajouter quelque chose? Minnesota qui est aussi un peu la bête noire de New York, puisque si on prend la série sur la saison, il y a 2 victoires et une défaite. Enfin, 2 victoires pour Minnesota et une défaite. Et si on prend aussi si on rajoute la finale de la Commissioner's Cup, ça fait 3-1. Donc voilà. Ça fait 3-1 et globalement, au-delà d'avoir peut-être l'effectif pour rivaliser sur une série entière, on va dire que sur 1 ou 2 matchs, elles ont les éléments et le système de jeu pour faire déjouer New York. Donc ce sera à suivre. Tout à fait. Le match de Minnesota, le dernier match de la soirée, donc ce sera à 2h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera à domicile et ce sera contre Los Angeles qui, depuis déjà un bon moment, ne joue plus rien. En tout cas, ne joue plus. Oui, bien sûr, mais en termes de bilan. Ne joue plus rien du haut, joue plutôt vers le bas. C'est ça, oui, les équipes jouent toujours quelque chose. Vous avez raison de me corriger là-dessus. Donc Los Angeles à Minnesota, donc 2h du matin. On enchaîne avec un deuxième bloc plutôt qui nous intéresse dans cette bataille finale là pour le classement. Entre le spot 3 et le spot 4, messieurs. Entre Connecticut et Las Vegas, je sais pas, tiens, Tom, tu veux peut-être commencer pour Connecticut. Alors, pour l'instant, le Sun, c'est eux qui ont l'avantage, c'est eux qui sont devant, mais il va falloir quand même assurer le coup lors du dernier match. Ouais, écoute, moi je me lance tout de suite sur le sujet. Connecticut, je pense, terminera 3e de régulière, sachant que leur dernier match c'est contre Chicago. Chicago qui sur une belle série de défaites, qui, de toute façon, on en avait parlé lors de précédents podcasts, mais qui a entre guillemets un petit peu rendu les armes. Mais on en parlera plus tard, c'est rigolo parce qu'on a l'impression que ce side numéro 8, personne ne le veut. Personne ne veut jouer le Liberty, je comprends pas. Non, mais ouais, pour revenir sur Connecticut, très belle saison. Très belle saison quand même du Sun, qui, je pense, comme je l'ai dit, ont sûrement validé leur 3e place avec un bilan pour le moment de 27 victoires, 12 défaites et qui pourrait du coup montrer à 28-12 en fin de saison.
De quoi on peut parler? On peut parler de l'apport de la trade deadline avec Mabry qui est venu renforcer l'effectif du Sun, qui est un apport du coup de shoot extérieur, là où le Connecticut a eu des grosses difficultés en début de saison et est vraiment plus une équipe axée sur la défense, avec les DJ Carrington, etc. Une équipe qui posera des soucis, hein. À n'en pas douter en playoff, il faudra vraiment les prendre au sérieux. Mais elles aussi auront quelque chose d'assez intéressant à aller chercher. Donc potentiellement, ouais, il faudra se méfier. Moi, j'émets quand même pas mal de réserves sur cette équipe de Connecticut. En fait, quand je regarde les 4 équipes dominantes de la saison avec Vegas, dont on va parler juste après, Minnesota et New York, je sais pas pourquoi, mais j'ai cet instinct que Connecticut ne ferait pas le cut sur ces 4 équipes-là. Donc voilà, monsieur, je vous laisse me donner votre avis sur le sujet, hein. Ouais, bah, après déjà ce qu'il faut bien rappeler, on l'a dit, mais c'est vrai que cette équipe du Sun a vraiment pour l'instant, en cas de victoire, voilà, ils ont le destin entre leurs mains. Ça, c'est toujours un élément qui est fondamental à prendre en compte, surtout quand on est vraiment là. Il reste un match, il n'en reste pas 2 ou 3, on peut calculer, il reste un match. Donc si Connecticut gagne son dernier match, tu l'as dit, c'est contre Chicago, bon, en plus c'est à domicile, voilà, tu sais que tu as assuré la place 3. Après, même en cas de défaite, tu peux quand même rester troisième, hein. Il faudrait que Las Vegas gagne ensuite de son côté son match. Donc il y a quand même mathématiquement plus de probabilités pour que le Connecticut soit troisième. Moi, j'attends de voir. Je trouvais quand même une équipe intéressante cette année. Alyssa Thomas aussi qui a montré de très belles choses. On en a un petit peu moins parlé sur les dernières semaines parce que c'est vrai que le focus a été pris sur d'autres joueuses, sur d'autres équipes. Mais voilà, une saison régulière, même si en WNBA c'est un peu plus court qu'ailleurs, mais ça reste long. Et voilà, c'est une joueuse qu'on avait nommée dans les premiers épisodes aussi comme un élément moteur de cette équipe-là et un élément extrêmement important dans la ligue. Donc, je ne sais pas si je me méfierais de cette équipe-là, mais je pense que ça peut être. Cette équipe-là, pour moi, est dans le range un peu des contenders avec Minnesota, mais quand même un cran en dessous. Tu vois, Oui, clairement. je les mets dans le même sac, je les mets pas favorites. Mais je me dis, bon, ça peut quand même le faire. Il suffit malheureusement d'une blessure d'un côté, d'une dynamique négative de l'autre, mais pourquoi pas sur un coup de dé Connecticut. Mais bon, c'est vrai que, allez, si tu passes déjà les demi-finales, c'est intéressant. Il faudra voir contre qui, il faudra voir le tableau, etc. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, la saison quand même est belle quand tu es troisième. C'est que tu as quand même fait du beau jeu. Ouais, bien sûr, c'est clair. Ouais, attention, normalement, si. Bon, alors là, on en reparlera aussi après, mais premier tour de playoff potentiellement contre Indiana, contre le Fever. Ouais. Donc, elles auront largement le statut de favorite, à n'en pas douter. Mais attention, Oui. les débuts de playoff de Caitlin Clark, on sait qu'il va y avoir une un gros influx médiatique et ça va être suivi. Elle va être suivie de très très près cette série. Donc, à voir comment les filles de Connecticut arrivent à gérer cette pression-là. Ce sera intéressant aussi. Après, c'est plus intéressant de tomber dans la deuxième partie de tableau avec Indiana, avec Minnesota et avec Phoenix, plutôt que de te prendre la première partie de tableau où tu es sûr d'avoir New York, ou quasi sûr d'avoir New York en demi-finale. Ouais, c'est évident. Donc, bon, ça va être à voir. Mais en tout cas, Connecticut a l'avantage avec ce troisième place et il suffit juste d'une victoire, on le rappelle, contre Chicago pour assurer ce troisième fauteuil. Il y a une équipe du coup qui est en chasse, Elliot. C'est cette équipe des Aces, Las Vegas, qui est quatrième. Bon, on les attendait pas là. Voilà, on les attendait pas là, on les a critiqués. Pour une équipe qui ambitionne rien d'autre que le titre. Bon, te retrouver quatrième à la porte de l'avantage du terrain, c'est peut-être pas ce qui avait été pronostiqué dans les bureaux en début de saison. C'est sûr, c'est que après on en a déjà parlé, les Aces, double championnat de titre, sorte de lassitude, de toujours gagner, toujours être au sommet, etc. Des problèmes extrasportifs avec l'affaire Becky Hammon. Voilà, donc honnêtement, les Aces, de toute façon, on sait, vont devoir activer un mode, appuyer sur un bouton, comme on dit, pour se focus pendant les playoffs. Et là, je pense que leur saison régulière, elle va être, dès que ce sera fini, ce sera derrière elles. Et elles vont, j'espère pour elles, afficher un autre visage et être beaucoup plus séduisantes et séductrices dans le jeu proposé et beaucoup plus appliquées en défense, etc. Les Aces peuvent finir encore dans le top 3. Elles sont aussi assurées de finir dans le top 4. Donc c'est vraiment une bataille entre Connecticut et Las Vegas pour le spot 3. Et il faudrait donc une défaite de Connecticut et une victoire des Aces
pour C'est ça. pouvoir assurer, décrocher le podium. Ouais. Les Aces qui jouent contre les Wings, donc la victoire, elle est pas assurée, mais elle est facile plutôt, entre guillemets. Et maintenant, il faut juste espérer que Connecticut perd contre Chicago, et ça, c'est assez improbable, comme on l'a dit. Donc, honnêtement, ça, comme tu l'as dit, Tom, Connecticut a de grandes chances de finir troisième. Si on suit les logiques et qu'il n'y a pas de surprise dans la nuit prochaine, Ouais. le classement devrait rester tel qu'il est. Bon. Avec du coup, on parlait tout à l'heure de la deuxième partie du tableau qui était peut-être plus intéressante pour tomber troisième. Si par contre tu es quatrième, tu es dans la partie haute du Mm. tableau des playoffs avec une potentielle très probable demi-finale contre le Liberty. Ce qui s'apparente à la finale que tout le monde attendait, à la finale de l'année dernière. Tu as très bien résumé le truc, Elliot. Vegas a passé une saison régulière compliquée. Mm. Mais par contre, il y a bien une équipe qui s'est activée ça. le mode playoff et qui en fait commence sa saison ce week-end, c'est Vegas. Donc il va falloir oublier tout ce qu'on a pu prendre pour acquis sur la saison régulière et va falloir faire place aux grandes dames. Et attention, AJ Wilson, hein, attention, là les playoffs arrivent, attention. Elle est en colère, elle est fâchée. Attention à Ouais. Chelsea Gray aussi, qui est en Et train de Chelsea monter Gray. en puissance et qui était un élément essentiel sur les deux runs de playoffs précédents. Et ne jamais oublier, on en a parlé tout à l'heure dans les premières minutes, on a fait ce point avec toi, Elliot, encore une fois sur AJ Wilson. Bah, tu peux quand même partir du principe que quel que soit là où les séries dans lesquelles vont tomber Las Vegas, la meilleure joueuse à chaque fois, elle sera du côté de Vegas et ce serait AJ Wilson. Donc, t'es quand même, tu repars peut-être avec un petit avantage psychologique quand tu sais que la meilleure joueuse, quel que soit le match-up, eh ben, elle est de ton côté. Ouais, c'est clair. Donc, ce sera à prendre en compte évidemment. Mais donc voilà, premier focus intéressant sur ce spot 3-4, même si l'avantage semble plutôt aller pour Connecticut, mais ce sera à suivre. Donc Chicago à Connecticut 1h du matin et Dallas à Las Vegas, ce sera à 4h, mais du coup le match de Connecticut sera déjà fini. Donc on n'aura peut-être même pas du coup de suspense pour le match de 4h, ça dépendra évidemment du résultat du Sun. On continue à balayer le classement, messieurs, on va aller rapidement sur les places 5, 6, 7. Tom, je te laisse la main là-dessus. 3 équipes qui sont déjà assurées d'être dans ces ranges-là, 5e, 6e et 7e. C'est ça, et puis je vais même aller plus loin. Je pense que ça reste encore à valider après la dernière nuit, mais je pense que ces places resteront figées. Même si c'est sûr. Voilà, avec les avantages du terrain et les matchs de saison régulière, les places sont figées. Écoute, c'est 3 équipes qu'on attendait, je pense, à peu près dans ces ranges-là. Phoenix peut-être un petit peu plus haut, en tout cas Phoenix devant Indiana. Mais c'est 3 équipes qui pointent le bout de leur nez et qui ne partiront pas favorites dans leur série de playoffs. Je pense qu'on peut le dire. On y a cru au Storm. Moi, j'avoue que j'y ai cru pendant un long moment. Leur longue série de victoires, de 4 ou 5 victoires d'affilée qui a pris fin contre Vegas d'ailleurs cette semaine. Moi, je pensais qu'elles allaient peut-être pouvoir faire le cut. Mais écoute, elles pourront entre guillemets prendre leur revanche et les affronter sur un premier tour de playoff qui va être compliqué. Pour revenir sur Indiana, on en a parlé un peu toute la saison. Il y a eu ce début de saison qui a été très compliqué, un abattage médiatique à la limite du supportable, je pense, pour les joueuses du Fever, pour le coaching staff et pour Caitlin Clark. Et on sent vraiment que cette pause des JO lui a fait le plus grand bien et globalement a fait le plus grand bien au Fever. On les a sentis recentrés sur elles-mêmes, proposer un jeu plus agréable. Là, tout à l'heure, on parlait potentiellement de AJ Wilson, MVP unanime. Je pense qu'on a une rookie de l'année unanime, messieurs. Mais Tom, il veut nous faire tous les trophées avant l'heure. Non, mais je suis désolé. En plus, on aura une vidéo spécifique, mais dans le sens où elle aura son importance et malgré ça, elle va être testée. C'est ses premiers playoffs. Ce sera ses premiers playoffs. Elle devra sûrement attaquer sur Dejanay Carrington, ce qui est jamais une chose évidente quand on joue au basketball pendant les playoffs. Mais voilà. Et on sait la grande entente entre les deux. Exactement, ça s'est vu pendant la saison régulière, on sent qu'elles sont copines les deux. Et puis Phoenix, écoute, Phoenix, une saison, on va pas forcément parler très longtemps parce que c'est une saison décevante pour Phoenix, beaucoup de blessures, certes, mais dans le jeu, on a senti quand même beaucoup de fébrilité et elles seront donc opposées à Minnesota au premier tour. Et bon courage à elles.
Je crois que c'est très bien dit. C'est bon courage à elle. Donc voilà. Donc Seattle 5e, qui affrontera Phoenix pour le dernier match. Donc un duel qui compte pour du beurre. Tu te Ouais. prépares toujours, hein, mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être aussi un effectif qui va tourner pour ce dernier match-là. Donc Seattle à Phoenix, 4h du matin. Et Indiana, j'allais dire les Pacers, non, mais le Fever. Indiana, c'est à Washington à 1h du matin. Donc Washington, on va en parler dans quelques instants. Donc, par contre, pour Indiana, il y a de l'enjeu. En tout cas, l'adversaire du Fever va arriver avec une volonté ou pas, mais en tout cas de peut-être aller vouloir d'aller prendre la gagne. Donc, on verra ça. Donc, Seattle 5e, Indiana 6e et Phoenix 7e. Voilà pour ces 3 places-là. Et on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans les calculs mathématiques, dans Là, ça va être. on s'excuse par avance pour vous qui nous écoutez, mais comme on a dit, on va essayer d'être le plus clair possible. Cette 8e place qualificative, Elliot, on a 3 équipes. On va essayer d'être schématique, clair et précis. À l'heure actuelle, on a 3 équipes qui peuvent encore se qualifier, avec quand même une équipe qui a un avantage certain. Oui, donc on va reprendre déjà juste dans l'ordre. C'est le Atlanta, qui est donc en bilan 14-25. Ensuite, Washington, 13-26. Et Chicago, 13-26. Et donc, c'est là déjà mathématiquement Atlanta est 8e si la saison s'arrêtait aujourd'hui. Mais c'est effectivement le Dream qui a le plus de chances d'accrocher ou cette 8e place que personne ne veut. Alors, elles ont leur destin entre leurs mains, puisque si elles battent le Liberty jeudi, elles seront play-off. Bon, ça, on n'est pas certain qu'elles puissent le faire. Mais il y a 2 autres cas de figure qui permettent la qualification d'Atlanta. Donc, si toutes les équipes perdent, ce qui est un peu ce qu'on peut prévoir, entre guillemets, donc Atlanta est qualifié si toutes les équipes perdent. Et ensuite, s'il y a une défaite de Chicago et d'Atlanta et une victoire de Washington, c'est Atlanta qui est qualifié également au jeu des tie-breakers, etc. On vous passe les détails. Mais donc Atlanta a le plus de chances de figurer dans le top 8. Et ensuite, Washington gagne, si Washington et Chicago gagnent et qu'Atlanta perd, Washington récupère la 8e place. Alors Chicago doit vraiment espérer un miracle, donc doit gagner et que les 2 autres équipes perdent pour pouvoir accrocher cette 8e place, sachant que Chicago joue au Sun, au jeu des probabilités, Atlanta. Joue contre le Sun, qui en plus a encore quelque chose à jouer. Exactement. Elle doit assurer sa 3e place. Ça aurait été contre, je vais dire n'importe quoi, Seattle. Tu aurais pu considérer un effectif qui tourne. Sur un malentendu, ça peut le faire. Là, le malheur ou pas, hein, ça dépend comment on se situe. Mais bon, quand on est sportif, on veut toujours aller plus haut et gagner. Donc, on peut partir du principe que pour Chicago, ça paraît compliqué. Mais sait-on jamais. Toi, Tom, t'en penses quoi un petit peu de tout ça? Est-ce que tu vois Atlanta quand même d'un point de vue mathématique et arithmétique, garder cette place-là, ou alors tu te dis pourquoi pas un dernier run de Chicago si vraiment tu as des tendances suicidaires, ou Washington quand même qui propose un contenu quand même globalement que moi je trouve globalement intéressant quand même. En fait, c'est dur parce que moi, je le dis, hein, Atlanta va être qualifié, aura le side 8. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et en fait, ce qui est triste pour Washington, c'est que c'est Chicago qui a le destin de Washington entre leurs mains. C'est ça le problème. Parce que très honnêtement, si je m'arrêtais sur les affiches à venir, donc on l'a dit, Chicago-Connecticut, Chicago ne gagnera pas. Atlanta Liberty, on en avait parlé la semaine dernière. Moi, je pense honnêtement que New York va mettre tout le monde au repos. Oui. Et je pense qu'Atlanta va le prendre, celui-là. Et sur le dernier match du coup de ces 3 confrontations, c'était Indiana-Washington. Indiana n'a plus rien à jouer et va mettre aussi tout le monde au repos, et je voyais bien Washington le prendre. Sauf que comme tu l'as très bien dit, Elliot, avec le jeu du tiebreaker, même en cas de victoire de Washington et de défaite d'Atlanta, c'est Chicago qui fera la bascule. Et très honnêtement, il n'y a aucun monde où Chicago bat Connecticut. Voilà. Au vu des blessés surtout. Voilà, au vu des blessures, au vu des dynamiques des équipes, au vu des enjeux dont on vient de parler. Si vous avez un PEL et que vous voulez jouer de l'argent, en tout cas, ne pariez pas sur Chicago. Ouais, et ne que ce soit en WNBA ou en NBA, ne jouez jamais sur Chicago.
Voilà, ça c'est la petite dédicace avec la NBA qui reprend dans un petit peu plus d'un mois. On sait que Tom ne portera pas un maillot rouge, en tout cas pour les premières semaines. Mais en tout cas, même si vous avez un PEL, ne misez pas votre PEL sur quoi que ce soit. Gardez votre argent au Paris chaud. sportifs sont dangereux. Voilà, évidemment. C'est comme pour le reste, avec modération évidemment et avec intelligence. Ok, on est plutôt d'accord. C'est vrai que bon, ça paraît compliqué quand même de voir un autre scénario que cette équipe d'Atlanta pour la 8e place. Après, voilà, on a essayé quand même de vous poser les choses. Vous les retrouvez évidemment sur Internet. Il suffit de taper un petit peu Tiebreaker WNBA, vous pouvez trouver ça. Évidemment, si ça vous intéresse, si vous voulez creuser davantage. Bon, en tout cas, on est quasiment au bout là quand même, messieurs, avec donc cette dernière nuit, là, jeudi à vendredi, et des playoffs qui commencent dimanche. Elliott, c'est ça. Alors on n'a toujours pas d'horaire parce que la WNBA se fait désirer. Après la NBA c'est pareil, en général ils donnent pas tout de suite. Les horaires du premier tour ça traîne toujours un peu. Ouais, c'est ça. Mais donc, comme tu l'as dit, on aura les premiers matchs au meilleur des 3 matchs, Ouais. donc en 2 manches gagnantes qui débuteront dimanche soir. À voir s'ils calent toutes les rencontres la même journée ou s'ils font. Je crois que ça va être ça. Je pense que les 4 rencontres, les 4 premières seront dimanche soir ou dans la nuit de dimanche à lundi, comme tu l'as dit. Ouais. Et voilà, on a hâte. Bah, tout à fait. On rappelle juste, tu l'as dit, donc premier tour, meilleur des 3 matchs. Les 2 premiers matchs chez l'équipe qui a eu le meilleur bilan. Et Exactement. si troisième match, il se déroulera du coup chez l'équipe qui a eu le moins bon bilan du match-up. Donc c'est la petite différence avec la NBA, par exemple, si vous nous écoutez sur le podcast, vous devez suivre un petit peu de basket masculin, je présume. Donc voilà. Et après, on est sur 5 matchs, sur un tour un petit peu plus traditionnel, on va dire, pour les demi-finales et les finales. Mais on n'y est pas encore, on aura le temps d'en parler. Bon, bah voilà, pour cet épisode fin de saison régulière, messieurs. Déjà, je vous remercie, évidemment, pour la présence. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on va se retrouver vite, on va vous retrouver vite, chers auditeurs, auditrices qui nous écoutez, on va essayer de vous préparer du contenu là entre la fin de saison régulière et le début des playoffs, des previews, tout ça. On va essayer de vous caler quelque chose et de vous caler quelque chose de qualité, évidemment, comme on essaye de le faire à chaque fois. Donc restez bien branchés sur les antennes de The Free Agent. Vous avez les articles, sites et applications pour retrouver toutes les dernières infos, évidemment. Et voilà, on va se retrouver très rapidement, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, profitez bien. Et donc, à très vite, évidemment, pour de nouvelles aventures autour de la WNBA. Allez, bonne fin de journée à vous. Ciao. Ciao.